Bonjour, mon nom est Frédéric Poulin, je suis votre candidat pour le Parti conservateur du Québec pour les élections du 3 octobre prochain. Je suis un gars natif de Sainte-Claire-dans-Bellechasse et je suis allé m'établir à l'île aux Grues en 2003 pour démarrer une ferme laitière. Une ferme laitière qu'on a démarré de zéro et puis qui, avec le travail, on a réussi à monter jusqu'à en faire un peu plus que la moitié du lait de la fromagerie de l'île aux Grues. Au travers de ces années-là, j'ai aussi été maire de l'île aux Grues de 2009 à 2013. Et en 2013, j'ai pris la présidence du conseil d'administration de la fromagerie de l'île aux Grues, un rôle que j'ai occupé jusqu'à la fusion de l'île aux Grues avec la coopérative Agri-lait. Aujourd'hui, je suis toujours chez Agri-lait, mais à titre de représentant de l'île aux Grues. J'ai aussi été au conseil d'administration de la Caisse de la MRC de Montmagny pendant 4 ans, dont j'ai fait la dernière année comme président. Mais évidemment, quand on fait le choix de l'implication politique, on doit laisser certains rôles. Donc, j'ai quitté la Caisse pour faire la campagne électorale. Au travers de ça aussi, je suis l'heureux père de 2 magnifiques enfants. J'ai un garçon de 13 ans et une fille de 15 ans. Et c'est d'ailleurs eux qui ont trouvé les mots nécessaires pour me convaincre de faire le saut en politique. C'est ma fille qui, au cours d'un voyage, m'a expliqué que si j'avais la chance un jour de pouvoir aller quelque part où est-ce que je pouvais tenter de faire une différence, ça serait le temps maintenant. Donc, me voilà devant vous. Et suite à ça, j'ai été nommé à titre de candidat conservateur le 11 mai. Et depuis le 12 mai, je suis sur le terrain. J'ai reparti, je suis allé rencontrer des gens, je suis allé rencontrer des municipalités, des chefs d'entreprise. Et on en a dégagé plusieurs enjeux de notre région, et aussi, dont 5 particulièrement importants, dont je vais vous faire part maintenant. Le premier enjeu qu'on a à adresser, c'est un enjeu de cellulaire. C'est plus le temps des promesses. La CAQ avait dit il y a 4 ans qu'elle réglerait le problème, mais rien n'a été fait. Vous savez, le cellulaire, c'est pas juste une question de développement économique ou de rétention ou d'attraction des familles, c'est aussi une question de sécurité. Moi, j'ai été très surpris dans ma tournée d'apprendre qu'on ne pouvait pas utiliser sur notre territoire des outils aussi simples et aussi reconnus partout dans le monde qu'un bracelet anti-rapprochement. Un bracelet anti-rapprochement, c'est quelque chose qu'on donne aux femmes victimes de violences pour les protéger. Mais à cause de la mauvaise qualité de notre réseau cellulaire, on ne peut pas se qualifier pour utiliser ce genre d'outils-là. J'ai aussi été très surpris, une fois de plus, d'apprendre que les padgets pour les premiers répondants ne sont plus supportés par les compagnies de téléphone. Vous savez, quand on a des premiers répondants, il faut les mobiliser rapidement. Anciennement, ça se faisait par padget, mais maintenant, ça se fait par cellulaire. Et comme beaucoup de municipalités dans les régions plus au sud de notre comté ont des réseaux cellulaires très déficients, on ne peut même pas mobiliser les premiers répondants pour intervenir rapidement. Donc, imaginez, par exemple, que vous êtes victime d'un accident de la route, exemple, je ne sais pas moi, une municipalité comme Saint-Marcel, puis que vous n'avez pas le réseau cellulaire pour vous appeler de l'aide, vous êtes couché sur le bord d'asphalte, vous n'avez pas de réseau cellulaire, vous n'êtes pas capable d'appeler. Il y a quelqu'un qui va passer en auto un petit peu plus tard pour vous aider, puis pour être capable d'appeler les secours, bien, cette personne-là doit faire plusieurs kilomètres pour être capable d'avoir un réseau, pour être capable d'appeler le 911, pour être capable de mobiliser des équipes pour vous venir en aide. Vous calculerez qu'on rallonge plusieurs minutes de temps afin d'être capable d'avoir ce secours-là. Puis, bien évidemment, par malheur, si jamais l'ambulance qui était disponible pour venir vous aider était partie sur un autre câble, bien encore là, on rallonge les délais qui font en sorte que votre chance de survie diminue constamment parce qu'on le sait très bien. Chaque minute compte dans une situation d'urgence. Moi, je suis un ancien premier répondant médical et je suis très au fait du fait que chaque minute doit être utilisée à bon escient. Et là, la faible qualité de notre réseau cellulaire nous prive de précieuses minutes dans nos régions. Ce qui m'amène à mon deuxième grand enjeu pour notre région, c'est les paramédics et les soins de santé. Évidemment, on parle de secourir les gens rapidement. Les paramédics sont un enjeu important, c'est notre première ligne de soins et puis il faut être capable de les mobiliser rapidement. J'ai appris durant ma tournée qu'évidemment, il y a des corps ambulanciers dont les horaires de fonctionnement sont des horaires de faction
et que les ambulanciers, les paramédics, demeurent à la maison en attendant les appels et doivent rapidement se mobiliser pour aller chercher le camion à la caserne quand ils sont en horaire de faction. Et ça rallonge énormément le temps d'intervention. Il y a eu certaines conversions de temps. Les horaires de faction ont été transformés en horaires à l'heure. Il y a des fois que c'est des conversions complètes à certains endroits. À d'autres endroits, c'est des conversions partielles ou pas du tout. Et ça crée différents problèmes. Ça n'a pas réglé tous les problèmes parce qu'évidemment, les gens qui ont des horaires à l'heure sont très avantagés, mais il est très difficile de retenir des paramédics ou d'embaucher de nouveaux paramédics sur des horaires de faction parce que les ambulanciers n'ont pas de vie. Ils sont obligés d'être de service 7 jours de suite pour 7 jours de congé. Et ce n'est pas très attractif pour les gens. Et puis, imaginez que si demain matin, vous vous couchez dans un endroit où est-ce que vous avez une ambulance de faction, vous vous couchez beaucoup plus inquiet que si vous êtes à côté d'une caserne où est-ce que tous les horaires sont à l'heure. Donc, il va être très important, et c'est ce que je demande, d'avoir une conversion complète des horaires de faction en horaires à l'heure. Et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour s'assurer que peu importe où est-ce qu'on est sur le territoire, peu importe l'heure du jour ou l'heure de la nuit où est-ce qu'on aura besoin d'un service ambulancier, on puisse bénéficier de la même chance, à la même vitesse, partout où est-ce qu'on est chez nous. Notre troisième grand enjeu est le complexe culturel et sportif en santé durable. Jamais j'avais vu une aussi grande mobilisation de la part des municipalités, des entreprises, des commerces, des citoyens. Je pense que tout le monde avait mis la pâte pour arriver à un projet d'une aussi grande envergure avec autant de conviction. Malheureusement, ce beau projet-là a été bloqué sur le bureau de la députée depuis les 4 dernières années. Et la semaine dernière, on a abouti avec un document à déposer qui était vraiment décevant et qui surtout ne tenait pas compte du budget récurrent qui est nécessaire à l'entretien et aux opérations de ce document-là. Moi, je peux vous dire une chose, je le sais, qui est très important, que le complexe culturel et sportif en santé durable soit financé dans un programme qui tient compte de l'entretien et des opérations de ces bâtiments-là. Dans un contexte de santé globale, c'est primordial. Et moi, je m'engage à mettre tout mon poids politique pour que cette infrastructure-là soit vraiment déposée dans des programmes qui nous permettent de l'entretenir comme il faut, sans que ça devienne une charge supplémentaire pour les municipalités ou pour les citoyens de notre région. La CAQ s'est avouée satisfaite du bilan du projet, mais moi, je sais pertinemment qu'il y a eu beaucoup d'occasions manquées là-dedans. Prenons simplement le volet culturel qui était prêt, mais qui a tellement tardé à être déposé que le ministère de la Culture a changé la façon de faire. Avant, on pouvait financer les étapes préalables au dépôt du dossier en ayant simplement un accord de principe qui faisait en sorte que les sommes admissibles devenaient finançables sur l'accord de principe. Mais maintenant, vu que ça a pris tellement de temps, le ministère de la Culture a changé les règles et le financement du dépôt doit être assumé par la MRC et les municipalités et ils seront remboursés seulement et seulement si le projet est accepté. Et moi, je trouve que c'est une charge inacceptable que la CAQ a donnée à nos municipalités. Pour développer un projet comme celui-là, il faut être rapide, il faut être capable d'être agile, puis ça prend un député qui est capable de faire en sorte que les choses avancent. Parce qu'un coup qu'on a réussi ce projet-là, il faut s'assurer d'en avoir un autre dans l'est de notre comté pour que chaque citoyen de notre région, de notre comté, de notre circonscription puisse avoir des chances égales de rétention, de développement et aussi qu'il soit capable d'avoir les activités nécessaires pour sa famille pour qu'il ait envie de demeurer chez nous. Le quatrième point, c'est l'Institut des technologies agroalimentaires du Québec. On le sait, la Pocatière, c'est le berceau de l'agriculture au Québec. Mais il y a eu une annonce qui a été faite cet été qui disait que la faculté de médecine vétérinaire devait s'en aller à Rimouski. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on pense que c'est à la Pocatière que ça doit être. Ce qu'on a fait dernièrement, en appui avec la grande marche citoyenne puis les démarches des élus de la région du Kamouraska ou de tout le comté, parce que de toute façon, toutes les MRC du comté ont appuyé les démarches, on a exigé un moratoire sur l'octroi des contrats en vue de la construction de la faculté de médecine vétérinaire à Rimouski. Et on a demandé qu'il y ait une étude d'opportunité
pour l'apocatière, une vraie étude d'opportunité cette fois-là, qui considère l'apocatière comme étant la place où est-ce que la faculté de médecine vétérinaire devrait s'établir. Vous savez, le problème de médecin de vétérinaire n'est pas un problème nouveau, ça fait 20 ans qu'on en parle. Le gouvernement de la CAQ avait accordé un budget de 627 000 $ pour amorcer les travaux. Sur ça, on sait qu'il y a 350 000 $ qui ont été utilisés, ce qui nous reste à peu près 275 000 $ pour vraiment financer une vraie étude pour que l'apocatière soit considérée dans ces démarches-là. Là, les gens nous disent « Ah oui, mais on sait bien, il est trop tard. » Bien, je vous annonce que non, parce que nous, on est allé vérifier à Rimouski. Je sais pertinemment qu'il n'y a absolument rien qui a été commencé comme travaux à Rimouski. Et d'ailleurs, on est allé vérifier sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Et tout ce qu'on a constaté, c'est que le seul contrat qui a été donné à date, c'est le contrat de la géotechnique pour l'analyse des sols. Mais tous les autres contrats, que ce soit l'architecture, l'ingénierie ou les structures, sont simplement encore en dépôt et il n'y a rien de conclu. Donc, ceux qui vous disent, comme le bureau de la députée vous l'a dit ou son successeur, qu'il est trop tard, c'est pas vrai, ils nous mentent. Mais il est minuit moins une, il faut réagir. Donc, c'est pour ça qu'on demande un moratoire là-dessus, c'est pour ça qu'on demande une vraie étude. Puis on s'attend que dans les prochains mois, on va être capable de prouver que l'apocatière, avec une étude réaliste qui tient compte vraiment de l'apocatière, que l'apocatière est l'endroit idéal pour faire ce genre d'activité-là. L'apocatière doit devenir la force canadienne moderne de l'enseignement agricole, puis ça doit devenir un lieu d'échange en agriculture puis en environnement. Moi, j'ai une vision très claire de ce que je veux faire avec ça. Et moi, je pense que ça doit devenir la Silicon Valley de l'agriculture. Je pense qu'à chaque fois qu'on devrait penser un projet agricole au Québec, on devrait d'abord penser à l'apocatière. Puis c'est tellement important que le Parti conservateur du Québec l'a même mis dans sa plateforme Agriculture et ruralité. Notre 5e enjeu est un enjeu de main-d'œuvre. On le sait, la pénurie de main-d'œuvre sévit partout. Le Parti conservateur du Québec a pensé des façons de ramener des travailleurs sur le marché du travail. D'abord pour nos travailleurs expérimentés. Vous savez, le Parti conservateur propose des allègements fiscaux à partir de 60 ans pour maintenir les travailleurs expérimentés sur le marché du travail et un autre palier d'impôts, de diminution d'impôts supplémentaires pour les travailleurs de 65 ans et plus. L'autre façon qu'on veut faire aussi, c'est de négocier très fermement avec le fédéral pour s'assurer que les immigrants, l'entrée des immigrants chez nous soit plus rapide, mais aussi s'assurer qu'elle soit distribuée à la grandeur de notre territoire pour s'assurer que nous aussi, en région, on a notre part d'immigrants qui viennent collaborer, contribuer à notre économie. Pour nous, c'est très important. Et je pense aussi que dans les prochaines années, le mot d'ordre va être l'automatisation et la robotisation de nos entreprises afin de s'assurer qu'on soit productif. Voilà 5 grands enjeux pour notre région. J'aurais pu en nommer bien d'autres. J'aurais pu nommer les taxes, la réduction des taxes sur l'essence, j'aurais pu nommer les réductions d'impôts, mais je pense que ceux-là, c'était les 5 principales de notre région. Vous savez, moi, ce que je veux, là, c'est travailler avec les gens, représenter les gens auprès du gouvernement. Je ne veux surtout pas travailler pour le gouvernement puis représenter le gouvernement auprès des gens comme on a vu dans les 4 dernières années avec la CAQ. Et c'est pour ça que le 3 octobre prochain, je vous invite à venir voter Frédéric Poulain.